Bonjour et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux et plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, 2025, épisode 2. Et j'ai avec moi nul autre que Vincent. Bonjour Vincent, comment ça va? Coucou, comment ça va, mes petits bacon tout frais? Je me sens pas super frais, mais bacon, je vais le prendre. C'est tellement bon. Et j'ai aussi avec moi Pierre Poisson-Marquis, nul autre que l'historien du jeu. Je vais arrêter de t'appeler PPP7, si ça te dérange pas. PPP7, c'était plus... bizarre. Ouais, ça va faire bizarre, mais c'était plus Simon qui t'appelait comme ça. Moi, je me suis dit, non, je vais faire les choses différemment, puis je vais t'appeler juste Pierre. Je sais que c'est étrange, mais c'est ça. Alors, comment Après vas-tu, aussi, Pierre? vu que lui, c'était le bacon, lui, ça peut être le frais. Ouais, c'est ça. Alors, Pierre, comment ça va? Ah, ça va assez bien. Je pense que ça va assez bien. Écoutez, Malgré la neige qui fait que l'hiver commence à l'avance. on ne parlera pas trop de la neige. J'ai sorti mon vélo électrique aujourd'hui. Dans un pied de neige, j'ai mal aux jambes. Donc, épisode 2, la fameuse saison qui ne commence jamais. Est-ce qu'on va réussir à la faire, cette saison-là, vous pensez? Il y a eu beaucoup d'embûches les premières semaines. Nos horaires ne fitaient pas. Écoutez, ça a été vraiment problématique. La semaine passée, il y a eu une grosse tempête. Pierre, il y avait une branche au-dessus de son fil électrique. Fait qu'on a décidé de ne pas faire l'épisode, sachant que ça se pouvait que son électricité manque durant la soirée. Donc, mais là, on est là. On est là et on a pour vous, en fait, un beau menu ce soir. On a le début du fameux top 50 que Pierre nous a préparé, donc le top 50 des auteurs de jeux de société les plus influents de l'histoire de l'humanité. Donc Pierre va nous remémorer aussi c'était quoi donc les choses qu'il a tenues en compte là, en fait pour ça, ces critères là, pour sa sélection, parce qu'on sait que quand Pierre fait quelque chose, il ne fait pas les choses à moitié, il ne va pas juste y aller au pif, il a été avec des critères très précis. Et Vincent va nous parler. On va commencer avec Vincent, parce que normalement, Vincent, on le sait que ça peut être bien long quand il commence quelque chose. Fait que Vincent va nous parler aujourd'hui. En fait, là, j'ai encore des problèmes avec mon esti d'écran. Excusez-moi. Je vais le mettre sur l'autre bord. Donc, Vincent va nous parler, en fait, des vieux jeux. Ou qu'est-ce qu'il a dit, en fait? Il a dit, est-ce que, comme les cartons de lait, les jeux, ils ont-ils une date de péremption? Est-ce qu'ils finissent par goûter le suris? Alors, Vincent, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par là? Je naviguais sur BGG et par hasard, je suis tombé sur un commentaire que j'ai trouvé à la fois cocasse, puis en même temps, j'ai comme hoché de la tête en me disant « Pauvre lui, il pense vraiment à ça. » Je vais vous le traduire un peu mot à mot, là, ce commentaire-là. Le jeu a peu d'importance. Sachez simplement que c'est un jeu des années 90. Et donc, nécessairement, plusieurs personnes vont appréhender tout d'abord par le look du jeu, mais aussi vont appréhender après la lecture des règles, parce qu'on s'entend qu'en effet, dans ce temps-là, les règles, des fois, n'étaient pas super bien écrites. Alors, son commentaire était celui-ci. Alors, c'est difficile d'approcher ce jeu-là et de lui donner tous ses mérites sans penser à sa date, qui date maintenant de plus de 20 ans. Lorsque je joue à un vieux jeu, dans ma tête, je me dis, il ne savait pas qu'est-ce qu'on sait maintenant. Alors, ce sera un peu clunky, donc maladroit, un peu broche à foin. Et habituellement, j'ai raison. Et celui-ci suit cette règle-là parfaitement. Il semble être daté
ou au moins différent de la plupart des jeux qu'on joue maintenant. De quel jeu Moi, il j'ai un peu... parlait? Il parlait de quel jeu? Il parlait du jeu d'Asphalt. Attends un peu, là, je vais te le retrouver. Là. Il était dans la discussion qui était Aun den Ufern del Nils. Je vais mettre le lien dans le clavardage. Ça va vous donner un indicateur de quel jeu je parle. Et en effet, c'est un jeu qui date de quand même il y a très, très, très longtemps. Ceci dit, la preuve que c'est un jeu qui peut avoir encore du potentiel, Pierre l'a dans sa collection. Ce qui fait en sorte que, ben, on a quand même, en fait, quand même du potentiel à ce jeu-là. Mais moi, je reviens, en fait, juste à l'idée qu'un jeu qui est daté est nécessairement mauvais ou on connaissait moins de cette époque. On connaissait moins dans ce temps-là. Ce que je trouve un peu aberrant, là, puis je me permets de faire un parallèle avec, parce que là, j'ai commencé un nouvel emploi, donc j'ai un petit contrat à la commission scolaire de Kativik avec les Inuits. Là, tu vas me dire, tu t'en vas avec tes skis dans le bain. Attends un peu, je m'en fais venir. Grosso modo, on est arrivés, nous autres, les Canadiens français et les Canadiens anglais, avec nos grosses bottes, puis nos grosses bottines, puis on est arrivé là-bas, puis on s'est dit, pauvres eux, ils savent pas de quoi qu'ils parlent, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ils sont tellement ignorants. Alors, on va leur créer un livre de sagesse et donc, on va leur apprendre, par exemple, que dans notre corps, il y a des très petits trous et que ces petits trous-là sont microscopiques, on peut pas les voir à l'œil nu et ils se remplissent, en fait, ils permettent de relâcher le poison de son corps et si on ne se lave pas, ces petits trous-là se remplissent et donc le poison reste dans notre corps. Et c'est très, très, très infantilisant, mais c'est surtout aussi, c'est pas parce que c'est différent, c'est pas parce que ça semble vieux ou que c'est pas dans la mode d'aujourd'hui que ça veut dire que c'est daté, que c'est clunky ou quoi que ce soit. Et même, je pense qu'au contraire, présentement, il y a un gros renouveau, en fait, des jeux qui datent des années 90-2000 parce qu'il y a un public qui aime ça, ces jeux-là. Donc, de dire qu'on connaît mieux aujourd'hui, je suis tout à fait en désaccord parce que la plupart du temps, quand on joue à des jeux, présentement, la plupart des jeux se ressemblent énormément. Et présentement, il n'y a jamais eu autant de navets que ça dans l'histoire du jeu de société, ça on peut le dire. Et même, je serais prêt à mettre ma main au feu là-dessus, que le ratio de navets est beaucoup plus élevé que les navets qu'on avait des années 90. Ouais, navet. Ben, en fait, là-dessus, effectivement, parce que dans les années 90, on s'entend qu'il n'y avait pas autant de jeux qui sortaient. Donc, même s'il sortait 400 navets, ben, il y en avait quand même juste 500 jeux. Mais je pense pas qu'il y avait 400 navets. Les éditeurs, en fait, prenaient probablement plus leur temps pour faire leur édition. Ils faisaient des choix un peu plus judicieux aussi, puis ils sortaient pas n'importe quelle merde dans ce temps-là. Aujourd'hui, n'en déplaise à certains éditeurs, mais il y a plein de jeux qui ne devraient pas être sur les tablettes. On se le cachera pas, là. T'sais, des papiers, ça n'aurait pas dû être sur les tablettes, ça, là. Bon, fait que vous pouvez vous le procurer, c'est eux autres qui font ça, là, les deux autres tatas avec moi. Mais blague à part, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en fait, puis l'idée, c'est pas d'essayer de défendre ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est vraiment l'idée que je trouve ça très condescendant de dire on sait mieux aujourd'hui, nous autres, on connaît mieux les choses qu'il y a 20 ans. Puis c'est ça un peu mon parallèle aussi avec les Inuits, c'est-à-dire, tu sais, ils ont leur manière de vivre, il y avait leur technique, il y avait leur approche, il y avait en fait une dynamique qui est complètement différente que la nôtre, que celle d'aujourd'hui. Et donc, nécessairement, c'était pas plus clunky, c'était juste c'est juste une école, une approche qui est distincte. Puis il faut reconnaître aussi que
on n'est pas bien mieux qu'avant. C'est pas de dire qu'avant c'était mieux, mais c'est pas de dire non plus qu'aujourd'hui c'est vraiment mieux qu'avant, parce que sinon tu tombes dans une pensée très, très, très élitiste et aussi en fait très, je vais dire technicienne. Dans le sens où est-ce que, tu sais, la technologie améliore notre condition de vie, améliore nos connaissances, puis tout ça. Puis ça, là-dessus, on pourrait débattre très, très, très longtemps sur cette affirmation-là. Effectivement, il y a un Donc, retour, en fait, en ce moment, dans bien des domaines, là, aux méthodes ancestrales. Soit dans l'artisanat, même comme tu parles d'enseignement, il y a plein de domaines en fait qu'on va retourner à ce qui se faisait avant en se rendant compte que il y avait un certain charme, il y avait une certaine technique, alors qu'aujourd'hui tout est en fait au quart de tour, tout est sculpté extrêmement précisément. À l'époque, des fois, c'est peut-être fait un peu plus artisanal, mais il y a un charme à ce qui est fait de façon artisanale aussi. Sinon, le salon des métiers d'art, ça n'existerait pas, là. On se le cachera pas. Mais dans les vieux jeux, ce que moi, je peux remarquer, par contre, c'est vraiment le visuel qui va être vraiment... Ça, peut-être, va sentir un peu le suivi par bout. Sans exagérer, si je regarde cette pochette-là de Anden du Ferme Desnils, c'est pas le plus attrayant, disons, des covers. Si on fait juste regarder le petit hippopotame dans le coin en bas à gauche, là, qui a un air un peu phallique, j'ai de la misère un peu avec cette pochette. Mais bon, on s'entend que le jeu est probablement aussi beau que le cover de la... Mais on s'entend que mécaniquement, c'est probablement solide. Mais c'est une autre chose aussi, par contre, que je remarque dans les vieux jeux, c'est qu'il y a souvent une certaine élégance qui peut être là, et à l'inverse, qui peut être absolument pas là. C'est vraiment, on a les deux extrêmes dans les vieux jeux, donc des jeux qui vont avoir énormément d'exceptions, de petites règles, de petits points précis, qui ne seront pas nécessairement instinctifs. Tu vas voir ça souvent dans les vieux jeux. Ou à l'inverse, tu as des jeux hyper clean qui ont une page recto-verso de règles et c'est tout. Là, je pense, exemple, à un jeu que j'ai joué dernièrement et que j'ai acheté parce que j'ai adoré, en fait. Là, c'est Through the Desert, en fait, du cher docteur Rainer Knizia, qui est un jeu, ma foi, extrêmement épuré, qui a très peu de règles. Si je me souviens bien, il y a 2 pages de règles. Le reste, c'est des explications des variantes. Mais ça prend à peu près 2 minutes à expliquer comme jeu. À ton tour, tu places 2 chameaux et c'est tout. Tu n'as rien d'autre à expliquer comme mouvement. C'est ultra épuré, ultra simple, mais c'est tellement clean, c'est tellement agréable à jouer justement pour ça. Et ça se joue en 30 minutes, c'est tout court, mais c'est tendu, c'est plein en fait d'interactions entre les joueurs. Ce n'est que ça, là. C'est du cochonnage de A à Z. Donc pour moi, ça c'est le genre de jeu qui est un vieux jeu, qui date de, je pense, 1998, qui est quand même pas récent, mais qui vient d'être refait au goût du jour avec des nouveaux graphismes et qui est encore tout à fait d'actualité. Tout à fait. Puis je dirais aussi qu'il y avait un souci pour le fait que les joueurs en auraient pour leur argent. Il y a des, tu sais, je vais prendre l'exemple de Santiago, qui honnêtement, quand j'ai joué à ça les premières fois, je me dis, c'est dans mon, tu sais, ça va être, c'est un très très bon jeu. Puis là, après ça, c'est un excellent jeu, c'est tombe dans mon top 20. Puis maintenant, je suis comme sérieux, c'est tellement bon. À chaque fois que je le sors, j'ai toujours du plaisir. Son plus gros défaut, c'est qu'on peut juste y jouer à 5. Mais tu sais, si on est 5 autour d'une table, c'est sûr que je te sors Santiago. Et c'est sûr que tout le monde va être impressionné par non seulement l'élégance, mais aussi le niveau d'interaction hyper élevé puis significatif. Et ça,
en tant que tel, plus j'y joue, puis plus je me dis que je sais pas comment jouer à ce jeu-là. Pas dans le sens que je suis poche, dans le sens que tu sais, c'est vraiment faut que tu jauges toujours en fonction des joueurs qui sont avec toi. Faut que tu jauges aussi qu'est-ce qui sort, tu sais, les différentes plantations qui sortent. Puis aussi, comment est-ce qu'on peut réussir à faire du partenariat avec plein d'autres joueurs. Donc, comment améliorer son sort, entre guillemets. Mais l'affaire, c'est que tout ça, c'est oui, il y a une partie qui est un peu qui est du jeu euro définitivement, il y a une partie de négociation tout à fait. Oui, ça, c'est Pedro. Euh, et Pedro, c'est ça, quand quelqu'un est Pedro, il peut se faire bien de l'argent ou il peut juste aussi prendre le bar. Bref, c'est souvent drôle quand ils pensent qu'ils vont faire de l'argent, mais qu'ils n'en font pas. Mais est-ce que c'est Mais un tout ça pour dire que esclave? non, lui, c'est le gérant des esclaves. Ah, ok, c'est bien mieux. Oui. Mais tout ça pour dire que là, je pense, sérieusement, je pense que je suis rendu à au moins une trentaine de parties de Santiago. Facile, une trentaine. Euh, Puis j'ai encore le goût d'y jouer. J'ai encore le goût de le sortir. J'ai encore le goût de le montrer à des joueurs. J'ai du fun, j'ai du fun fou. Puis je serais pas prêt à dire que je serais pas prêt à dire la même chose de d'autres jeux. Bon, ils peuvent se jouer tu sais, à 100, 200 fois là, sur BGA. Mais pour moi, puis là, je vais peut-être faire du remous là-dessus, mais pour moi, des jeux joués sur BGA, c'est pas une véritable partie. Pour moi, une partie a besoin d'être faite en présentiel avec des joueurs autour de la table. Mais, euh, mais Pierre, moi, je suis curieux. Auf den Unferdennils, sais-tu si surette que ça? Non. Un homme de peu de mots. Euh, c'est bien comme jeu, en fait. C'est surtout assez intéressant mécaniquement parce que c'est, bon, ça fait partie de cette époque que plusieurs peut-être qui nous écoutent connaissent moins parce que ça fait partie des années 90. C'est-à-dire l'époque où les euros est en train de bourgeonner vers les choses les plus fameuses qui ont été produites dans l'industrie des jeux euros avant de vraiment commencer à exploser dans les années 2010 avec ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était les grandes expérimentations. Et puis, ce que ce jeu-là a fait, ben, il a tenté en fait euh, je dirais, essayer de faire des mécaniques pour évaluer comment on pourrait autogérer la crue du Nil en Égypte. Et puis, c'est comme un espèce de jeu de gestion de risque, mais de développement. Où est-ce que vous êtes un paysan qui va être installé sur le bord du Nil, puis vous allez subir les crues du Nil et puis les décrues du Nil. Puis ça va parfois être bénéfique, puis évidemment, ça va parfois être maléfique, ou ça va parfois, en fait, être des calamités. Puis, dépendamment de comment vous avez su prédire comment la crue du Nil pourrait vous affecter, vous allez être ensuite capable de commercer la vente des choses que vous avez faites pousser au meilleur prix. Euh, C'était quand même assez inusité pour l'époque. Aujourd'hui, je vous dirais que là, avec la tonne de jeux qu'on a aujourd'hui, peut-être que là, il y en a qui vont, des mauvais gens qui vont dire, bon, ok, ça va, mais je pense que on peut avoir mieux que ça. Euh, et bon, c'est vrai qu'il y a eu du raffinement depuis ce temps-là dans des jeux de gestion de risque qui sont élaborés. Euh, mais ça en demeure pour moi quand même quelque chose qui a longtemps resté une belle curiosité, un jeu quand même qui vaut la peine d'être essayé si vraiment vous vous intéressez à fond aux jeux de société. Là-dessus, je dirais, tu sais, comme tu as dit, Pierre, euh, il y a la question d'exploration. Il y avait un. En fait,
c'est un jeu de gestion de risque, mais à cette époque-là, on avait envie de prendre des risques au niveau des mécaniques, au niveau de la présentation. On n'avait pas d'inquiétude de se dire est-ce que ce jeu-là va vendre ou non. Il y avait une appréhension de se dire est-ce qu'on va être capable de vendre les 3000 copies qu'on a fait. Mais après ça, la plupart des gens savaient que si ça allait fonctionner, ben, on allait pouvoir en refaire une autre copie. Puis la plupart des gens ne voyaient pas ça comme. Je n'ai pas l'impression que c'était une industrie comme étant lucrative en tant que telle. Et non seulement ça, on explorait parce qu'on avait en fait ce terrain de jeu qui s'ouvrait à nous tous et qui nous permettait de faire ces explorations-là pour justement découvrir une espèce de pépite qui pouvait à tout moment exploser dans le milieu du jeu. Alors que maintenant, on est beaucoup plus modeste au niveau des risques à prendre. On est beaucoup plus, comment je peux dire, on est moins game de prendre des risques parce que il y a un souci financier, il y a un souci économique qui est là. On veut faire vendre une boîte et donc pour vendre une boîte, il faut s'assurer qu'on ait des clients. Et qu'est-ce que les clients veulent? Ben, on va leur donner exactement qu'est-ce qu'ils aiment avoir, c'est-à-dire les mêmes mécaniques que l'on voit encore et encore. On va ajouter une petite dose, une petite touche intéressante ou qui va permettre de faire ah, c'est différent du jeu précédent, mais quand même, ils vont avoir 95% du reste qui va être du pareil au même. T'sais. Et c'est vraiment c'est vraiment la loi de Pareto, c'est-à-dire que on s'emballe pour 80% des gens s'emballent pour le 20% qui est à peine différent des autres jeux, alors que 80% du reste du jeu est approximativement la même, en fait, est pas mal la même chose que ses prédécesseurs. Fait que je pense que, puis pour moi, puis là, je vais faire encore une comparaison, là, weird, c'est comme les parcs dans les villes, où est-ce que c'est quasiment rendu des parcs qui sont faits avec de la WAP partout. Puis là, t'as aucune chance de te blesser parce que là, c'est rendu trop bas ou les glissades glissent plus vraiment. Mais ça, c'est parce que les compagnies ne veulent pas se faire poursuivre par les parents, par les municipalités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un beau semblant de parc qui a de l'air génial puis extraordinaire pour finir avec un parc qui est comme moyen puis que tu dis, ah, je glisse pas, je te pousse pour me glisser dans la glissade. Tu parlais un peu des jeux aujourd'hui qui sont pas pareils. Les éditeurs ne fonctionnent pas de la même façon. J'ai écouté un épisode de Punchboard. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast. J'aime beaucoup ce podcast qui parle beaucoup de questions sociales dans le jeu de société. Il y a un mois et demi à peu près, ils ont fait un petit aparté sur en fait, sur Asmodée qui faisait des appels à projets pour les designers. Les auteurs de jeux, voici ce qu'on recherche dans un jeu. Et là, tu avais plusieurs critères et ce qu'il doit avoir, ce qu'il ne doit pas avoir. Et dans ce qu'il doit avoir, le jeu devait être Instagrammable et TikTok ready. Et ça, c'est les mots utilisés par Asmodée. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on recherche, ou Asmodée surtout, recherche des jeux qui vont faire du tape à l'œil. Donc, quand on parle d'Instagrammable, ben, on parle d'un jeu qui est beau visuellement, qui fait des belles photos, qui fait des belles mises en scène, qui n'a pas de l'air trop lourd, donc qui a du matériel qui punch. Et là, on va demander à l'auteur de faire un jeu Instagrammable. Alors qu'au final, c'est la job de l'éditeur de s'assurer que son jeu est Instagrammable. Parce qu'on s'entend que le visuel n'est pas fait par l'auteur de jeu. Mais déjà, on voit que les gros éditeurs ne prennent plus de risques. Ils veulent avoir des affaires qui vont se vendre toutes seules.
Ils veulent que la communication, le marketing se fasse par lui-même, directement par les réseaux sociaux. Donc, un jeu comme Desnils, en fait... Sur les berges du Nil. Ça s'appelle Sur les berges du Nil, en fait. Sur les berges du Nil, oui, mais il n'y a pas eu de version en français. Non, donc ce serait une ferme Desnils. D'ailleurs, dans le chat, on mentionne qu'on parle encore d'un vieux jeu allemand qui n'a jamais été traduit. Donc, oui, c'est sûr que si vous parlez à Vincent, c'est clair que c'est ça qui va arriver. Mais, non, c'est ça. Donc, on s'entend que ce jeu-là, aujourd'hui, n'est pas Instagrammable. Mais la plupart des jeux à l'allemande ne le sont pas. Donc, c'est un... le marché est en train encore de changer beaucoup pour aller vers du fast-food de jeu, on peut dire. Donc, quelque chose qui se consomme rapidement, qui se vend tout seul, que tu n'as pas besoin de pousser, puis ça va sortir. Donc, les éditeurs prennent de moins en moins de chance, en fait. Fait que, c'est ça, on veut que ça sorte comme du voyons, Pepto-Bismol. Pierre, t'avais pas de l'air d'accord avec que c'était pas Instagrammable ou TikTokable, ce jeu-là? Non, c'est effectivement très joli. Je veux dire, quand on parle de la typique association des jeux euro ou jeux beige, là, c'est vraiment c'est un bon exemple. Ouais, mais on me fait remarquer que cet hippopotame est quand même... Il est de shit, là. Ça, c'est TikTok ready, c'est Instagrammable, ça, là. Écoute, tu placardes ça partout sur les murs. Oui, ben, c'est vrai que les hippopotames ont leur charme. Les hippopotames fument des cigares dans le jeu-là, donc ça, c'est assez drôle. Ah ben oui, tout le monde sait que les hippopotames fument des cigares. Oui, c'est ça. C'est comme le sens de l'humour des Allemands, de Abacus Spiel notamment, à l'époque où il était encore vivant, plus en vie qu'aujourd'hui. Il reste que dans ce jeu-là, il y avait une mécanique que je n'ai jamais revue dans tout autre jeu, malgré son ancienneté. C'est la façon que la partie se termine. C'est un jeu où la partie se termine à cause d'un pion qui va parcourir la piste de score. Une espèce d'obélisque, si je me souviens bien. Et qui va commencer à se déplacer au fur et à mesure que la partie avance et qui va provoquer l'arrêt de la partie quand il va dépasser le joueur en tête dans les points. Ok, lui, il part à l'envers de la track. Là. Ce que je vois, moi, ici, sur la piste, là, c'est le petit truc brun là, au bout. Là. Lui, il va reculer à ce moment-là. Fait que c'est comme un peu un timer, là, un genre de chronomètre, en fait, qui va reculer dans le temps. J'imagine qu'il avance d'une case par tour ou quelque chose comme ça. Là. Ça va dépendre des crues, ça va dépendre des ventes aussi des joueurs. Mais c'est assez... ça a été recyclé, ça, mais fait exactement comme ça, je ne l'ai pas vu. Et c'est vraiment interpellant, en fait. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, là vient la question aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on veut comme jeu? Est-ce qu'on veut un jeu qui nous laisse... qui va faire... qu'on va jouer, puis on va se dire il y a de quoi d'intéressant à explorer, puis tout ça. Ou on veut un jeu, tu sais, puis qu'on se dit, ben, il me semble qu'il manque des petits trucs, là, mais tu sais, l'idée, en fait, initiale est vraiment interpellante, intéressante, puis que ça nous donne envie, en fait, d'explorer, ça nous donne envie de peut-être faire des variantes, ou ça nous donne envie de... Tu sais, je sais pas, moi, je suis plus, en fait, enthousiaste à me dire, OK, clairement, il y a comme un filon intéressant, comment est-ce qu'on peut faire pour le raffiner, pour mettre ça peut-être, oui, c'est ça, peut-être pas plus à jour, parce que j'aime pas cette expression-là, mais dans le fond, qu'on puisse permettre que certaines mécaniques puissent être mieux équilibrées ou quoi que ce soit. Puis, je voulais juste, par contre, revenir sur quelque chose. Vous parliez, en fait, de l'art visuel. Si tu veux, Antoine, aller vers Gunslinger, qui est un jeu, en fait, tu sais, honnêtement, là, ces jeux-là, oui, ok, c'est pas Instagrammable, oui, non, pas celui-là, 1982, parce que ça, c'est pas Instagrammable, définitivement pas. Mais oui, exactement, le premier. Donc, tu
tu sais, quand on regarde cette boîte-là, moi, j'ai de la misère à me dire comment est-ce que ça peut être considéré comme, tu sais, moins beau ou moins attrayant que n'importe quel autre jeu d'aujourd'hui. Tu sais, le détail, le souci, en fait, de cet artiste-là, tu le vois que ça a été fait à la main. Tu le vois qu'il y a il y a un désir de vouloir faire ressentir quelque chose, faire ressentir que dès que tu regardes la boîte, tu te dis, OK, attends un peu, là, il y a de quoi dans cette boîte-là qui va me faire vivre le western, tu sais. En Je fait, sais que je prends un là, exemple. Oui. ouais, c'est un exemple, en fait, qui est vraiment atypique pour l'époque. On dirait carrément un poster, en fait, d'un vieux film western, là. Tu sais, dans le temps, les posters étaient faits à la main. Donc, on dirait vraiment ça, là. On dirait vraiment Oui, carrément mais Clint Eastwood, là, en fait. oui, c'est ça. Mais c'est parce que moi, mon point, c'est surtout, tu sais, puis là, on pourrait sortir, mettons, une des premières versions de Kingdoms, qui est Cosmo Lancer maintenant, que c'est toutes des personnages, tu sais, un peu caricatural, fait à la main. Il y a quelque chose, moi, qui me Kingdom, ouais, Cosmo Lancer, celui-là, puis là, une des premières versions, pas celle-là. Si tu regardes dans les versions, tu vas avoir non, l'onglet versions, non. C'est ça. Et juste à côté, t'as un peu, reclique dessus, puis là, regarde juste à côté. Ouais, celle-là. Là, regarde, ça, c'est un exemple super précis que, OK, C'est lettre. oui, c'est pas. Hein? C'est lettre. Dis-moi que c'est laid. OK, fine. Je m'en fous. Moi, je trouve, il y a comme de quoi qui m'interpelle. C'est-tu la nostalgie de Safarir? C'est-tu C'est-tu sa la. jambe qui plie C'est-tu. à l'envers? Non, non, c'est son mollet. Mais, mais tu sais, honnêtement, est-ce que l'intelligence artificielle peut faire mieux? Je ne penserais pas. Euh, mais je trouve que le jeu parle de soi-même à cause de ce artwork-là, qui est imparfait, qui est peut-être moins, tu sais, qui est plus, tu sais, tu sais, granuleux, je dirais. Mais moi, ça m'interpelle beaucoup. J'ai pas encore exploré la raison du pourquoi, mais ça m'intéresse. Je vois cette boîte-là, puis je me dis, j'ai envie d'essayer ce jeu-là bien plus que n'importe quel que Cosmo Lancer, par exemple. Tu me sors ça, je suis comme, ouais, let's go. Tu me sors ça, puis je suis comme, j'ai aucun intérêt. Je trouve que ça a l'air de rien. Je trouve que tu sais, c'est comme des baleines. Puis en plus, c'est une référence vraiment médiocre à Hitchhiker's Guide to the Galaxy. C'est ça. Ouais, effectivement, on regarde cette pochette-là, puis on n'a aucune idée de c'est quoi le jeu. On se dit c'est juste un jeu de science-fiction comme un autre. C'est pas super. Esthétiquement, les couleurs, c'est super vibrant. La pochette est bien. Elle est belle. Mais est-ce qu'elle rend bien le jeu? Je suis pas convaincu. C'est ça. Fait que voilà. Fait que, bref, je vois qu'il est 21h04. Et comme j'ai dit, moi, à 9h30, je suis dans mon Tu lit. changes en Fait citrouille, fait que, que on te kick out à exact. 9h30. Donc, on va passer la C'est parole ça. à Pierre, en fait, qui va commencer enfin. Hey, ça fait des semaines et des semaines qu'il se fait harceler par ses milliers et milliers de fans pour commencer son fameux top 50 des auteurs de jeux les plus influents. Alors, Pierre, je te laisse la parole et tu peux nous rappeler aussi tes critères sur lesquels tu t'es basé pour faire ta liste. Ouais, ça me reste pas bien grand temps. J'avais l'intention de te présenter les deux premiers, mais avec le temps qui reste, j'ai l'impression qu'on va juste en présenter un. Euh, La prochaine fois, tu en euh, présenteras trois. oui, c'est ça. La grille d'évaluation qui a servi pour faire cette liste-là, comme Antoine l'a rappelé au début, je ne l'ai pas fait selon des critères très aléatoires et très subjectifs. C'est sûr qu'il y a une dose de subjectivité dans toute liste de palmarès qu'on peut construire, mais c'est un devoir que je me fais toujours d'être le plus rigide et objectif possible dans ce que je peux faire. Et c'est pour ça que j'ai établi une liste de 5 critères de qualité que je vais énumérer à la première émission de cette saison-ci.
qui était la transformation structurelle qu'un auteur peut apporter dans son influence. Quand je parle de transformation structurelle, c'est le degré auquel un auteur a changé la façon de concevoir des jeux. Et ça peut se faire par des nouvelles mécaniques, ça peut se faire aussi par des hybridations de jeux, de styles de jeux qui existent déjà. Ça peut faire aussi une nouvelle école, donc des auteurs qui vont suivre les idées de cet auteur-là, tellement ça a été génial ce qu'il a créé. La deuxième chose, c'est l'antériorité historique. Donc, un auteur, évidemment, qui commence à peine à faire des jeux depuis 5 ans a des très, très, très faibles chances de faire partie de cette liste-là, à moins qu'il ait vraiment fait quelque chose qui a complètement bousculé l'industrie du jeu dans les 5 dernières années. Donc, vous comprendrez que cette liste-là va avoir des noms d'auteurs qui vont aller assez loin dans le temps. Ceci dit, je mène une précision sur ce qu'Antoine a dit au début quand il a dit que je présentais les 50 auteurs les plus influents de l'histoire de l'humanité. C'est pas tout à fait le cas. J'ai arrêté en 1950 parce que c'est l'année que je considère qui a laissé la place aux premiers jeux qui forment aujourd'hui notre hobby. Par contre, j'ai Pierre, ratissé deux petites large. secondes, on a un petit peu de retour de ton son. Je pense que c'est tes écouteurs qui sont trop proches de ton micro. Ah, d'accord. Alors, c'est mieux. Je disais donc que j'avais ratissé large sur les types de jeux qui font partie de ce palmarès-là. Donc, les auteurs qui sont dans l'antériorité historique vont toucher à tous les types de jeux depuis 1950 qui se sont faits, c'est-à-dire autant les jeux euro que les jeux moins euro, qui viennent plutôt d'Amérique du Nord, autant les jeux de party ou d'ambiance que les jeux de rôle. Et ça peut aussi inclure les fameux wargames, donc les jeux de guerre euh, qui sont si chers aux Américains. Et puis, dans toute cette panoplie de jeux-là, j'ai décidé de retracer l'antériorité historique, c'est-à-dire les pionniers de ces jeux-là, qui vont, en fait, si ce sont des pionniers, ils vont se caractériser dans la liste. Si ce sont des gens qui ont été en avance plusieurs décennies sur leur époque avec les jeux qu'ils ont créés, c'est sûr qu'ils risquent de faire partie de la liste. Et si même les jeux qu'ils ont inventés n'ont pas été simplement des feux de paille qu'on a oubliés 10 ans plus tard, même s'ils étaient en avance sur leur temps, mais plutôt, en plus d'être en avance sur leur temps, on les voit encore aujourd'hui, édités et joués. Euh, Ensuite, il y a l'impact culturel. Est-ce qu'un auteur de jeu a suffisamment été populaire pour être reconnu du grand public? Ça peut jouer évidemment dans l'influence qu'il a eue. Est-ce qu'un auteur aussi, dans son impact culturel, euh, fait de son jeu une icône? Est-ce que son jeu, en fait, est référé par des films ou des émissions de télé ou des livres? Ça peut jouer évidemment à sa faveur pour faire partie de la liste. Est-ce qu'un auteur aussi a un impact sur les pratiques pédagogiques, par exemple, ou les pratiques sociales dans sa façon d'être et dans sa façon de créer des jeux? Est-ce que ces jeux ont touché, par exemple, les milieux universitaires ou académiques? Ça peut avoir un lien, ça aussi, pour l'influence qu'il a eu. Le quatrième critère, c'est la durabilité de l'innovation. Ça vient toucher un peu, je vous dirais, la continuité dans son antériorité historique du deuxième critère, mais ici, on va plus parler de euh, à quel point le jeu a été réédité, ou les jeux qu'il a fait ont été réédités, en fait. À quel point il a été activement dans la scène du jeu moderne. Est-ce que ces mécanismes sont vraiment repris souvent? Euh, à quel point aussi euh, les auteurs ont été capables de s'adapter dans les innovations qu'ils ont créées. Est-ce qu'il y a eu
des variantes de leurs jeux? Est-ce qu'il y a eu des jeux qui ont emprunté la franchise ou le thème du jeu pour en faire d'autres? Thématiques, par exemple, du jeu. Est-ce que ça a été assez fort pour que ça génère d'autres sortes de jeux? Est-ce qu'il y a des cultes autour de ces jeux-là? Finalement, la dernière chose qui sert de critère d'évaluation, c'est l'influence directe documentée. Je parle de documentée, c'est-à-dire que est-ce qu'on a retracé des gens qui ont parlé de ces auteurs-là et qui ont témoigné de l'influence que ces auteurs-là ont eue dans leur créativité? Plus un auteur va évidemment être mentionné par d'autres auteurs, ben, plus évidemment ça témoigne directement de l'influence qu'il a eue. Euh, donc, ça fait partie, ça aussi, des critères. Maintenant, ces critères-là aussi sont en hiérarchie, c'est-à-dire que je les ai nommés en ordre, les 5 d'importance. Donc, la transformation structurelle est vraiment le plus important. C'est suivi ensuite de l'antériorité historique, c'est suivi ensuite de l'impact culturel, la durabilité de l'innovation et l'influence documentée. C'est-à-dire que quand je parle de hiérarchie, c'est qu'ils ont des pointages attribués. Et il y a plus de points attribués à la transformation structurelle que, bien sûr, à l'influence directe, qui, elle, est celle qui a le moins de points. On ne peut pas reprocher à Pierre d'y aller à tâtons puis d'y aller au pif dans ses analyses. Indeed. Alors, pour ça, j'ai commencé la liste. Ça a été très difficile de départager, bien sûr, les positions 50 et 51, 52 même, et 49, bref, les derniers. Là, ça pourrait facilement causer des discussions parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Mais l'auteur qui est en position 50, c'est Volko Ruhnke. Volko Ruhnke, que Vincent probablement connaît, parce que Vincent a joué à des jeux de Volko Ruhnke. Et plusieurs ont joué à des jeux de Volko Ruhnke, probablement. Et si plusieurs n'ont pas joué à des jeux de Volko Ruhnke, peut-être que plusieurs ont joué à des jeux qui découlent de l'influence de Volko Ruhnke. Volko Ruhnke a fait un score de 57 dans mon échelle. Et c'est sûr, évidemment, que c'est dans la transformation structurelle qu'il a scoré le plus haut. Parce que Volko Ruhnke est un auteur qui, littéralement, est un créateur de systèmes. C'est pas juste un inventeur de jeux. Il a créé très peu de jeux pour un auteur qui est parmi ceux qui sont dans la liste. Il en a créé quand même une vingtaine seulement, mais à chaque fois qu'il a créé des jeux, c'était vraiment dans l'optique de faire un système. Volko Ruhnke s'intéresse beaucoup plus à la structure que à la mécanique. Et c'est un bonhomme, en fait, qu'on a parlé à la saison 10, parce que il avait un jeu qu'il a créé qui faisait partie des 50 jeux les plus influents des 50 années qui ont précédé 2021. C'était Simon qui en avait fait la présentation de son jeu Andean Abyss. Et il en avait fait vraiment une présentation très claire, autant du jeu Andean Abyss que de la biographie de Volko Ruhnke. Volko Ruhnke, à vrai dire, pour le résumer, ce que Simon a dit, c'est que c'est un bonhomme qui a commencé dans sa vie à jouer à des wargames. Il était tout jeune et il jouait déjà à des wargames. À l'âge de 8 ans, il voulait déjà faire ses propres wargames. Mais je pense que c'est à l'âge de 10 ans qu'il voulait faire ses propres wargames. Mais il était déjà conquis par les wargames dès son enfance. Et il a grandi avec les wargames dans les années 70. Il a l'air jeune aujourd'hui, mais en fait, il a même une vivacité d'esprit assez vive. Mais il a quand même, ce monsieur-là a quand même proche de 60 ans, je pense. Sinon, il doit toucher 60 ans. Il est toujours actif. Il y a toujours il y a toujours la recherche de vouloir faire des nouveaux systèmes. Le système qui l'a rendu célèbre, qui vient avec Andean Abyss, il l'a conçu après... Excuse. Le Coin Games, exactement. Les Counter-Insurgency Systems qu'on appelle. En fait, c'est un système qui a créé le principe qu'un jeu de société pouvait être hyper asymétrique.
C'est-à-dire que Petite note, tellement... il a 62 ans aujourd'hui. Voilà, 62 ans, c'est ce que je pensais. Aujourd'hui étant à En l'heure actuelle 2025. de 25, c'est ça. Euh, le Coin Series qu'il a créé a généré une vingtaine de jeux chez l'éditeur GMT. Pourquoi chez GMT? Parce que Volko Ruhnke, bien sûr, étant un grand fan de Wargames, a créé des Wargames avant de faire son Coin Series. Il a créé, par exemple, des jeux qui ont été des gros succès pour GMT. Simon les avait mentionnés d'ailleurs, Wilderness War et Labyrinth, qui sont vraiment ses deux plus gros succès avant de faire ses Coin Series. Wilderness War, qui est un jeu qui touche littéralement les Québécois, si des Québécois nous écoutent, parce que c'est la guerre coloniale, intercoloniale entre les Anglais et les Français. Il s'est produite dans les années, à la fin des années 1750, juste avant finalement la conquête des Anglais sur les Français. Et déjà là, dans Wilderness War, Ruhnke était dans la symétrie totale. Il voulait vraiment faire deux camps distincts total dans la façon de se battre. Les Français étant beaucoup plus habiles dans les déplacements parce qu'ils étaient aidés des Indiens, des Amérindiens plutôt, ou des Autochtones. Les Autochtones, Euh, oui. et, et ils étaient, à cause des Autochtones, les Français étaient beaucoup plus aptes à être agiles et à se revirer sur un dissous, comme on dit au Québec, pour affronter les Anglais, beaucoup plus nombreux, comme l'histoire l'a démontré, beaucoup plus massifs de leurs armées, mais beaucoup plus difficiles à manœuvrer et à s'adapter à des situations soudaines. Donc, il y avait là un désir profond de Ruhnke de faire en sorte qu'une guerre devait être deux camps complètement différents qui s'affrontent. Comme il l'a toujours dit d'ailleurs, parce que Ruhnke vient du milieu de la CIA. En fait, il a étudié et travaillé pour se retrouver dans la CIA aux États-Unis. Et il était là à titre d'instructeur des agents de la CIA pour leur montrer euh, comment réfléchir devant des situations d'adversaires, de nations adverses, pour contrecarrer les plans qui peuvent être faits menaçant les États-Unis. Et il a inventé des jeux littéralement dans l'agence de CIA pour enseigner ces notions à ses collègues. Et puis, ben, évidemment, ça l'a mené Ruhnke à faire des jeux pour le public de David Wargamer pour finalement les séduire à fond avec ce qu'il a fait. Wilderness War n'étant pas un jeu qui a révolutionné autant que les Con Games, mais qui était déjà un gros succès. Qui est un jeu qui fonctionne avec les cartes, le Card-Driven System qu'on appelle, qui n'a pas été inventé par Ruhnke, mais qui a été fortement bien exploité là-dedans. Labyrinth était un autre jeu qui était un card-driven, mais Labyrinth était la suite en fait d'un gros succès de GMT qui était Twilight Struggle. Mais cette fois-ci, on le positionnait dans la réalité plus proche, parce que Twilight Struggle, c'est un jeu qui se termine dans les années 90, à la fin de la guerre froide, alors que Labyrinth faisait la suite de ça avec les terroristes du Proche-Orient contre les forces des États-Unis. Donc, ça reprenait, ça faisait la suite de Twilight Struggle avec la touche de Ruhnke encore, pour en faire quelque chose de plus asymétrique encore entre les deux camps. Mais là, quand il a attaqué son coin system, il a vraiment pesé la pédale sur ce qu'il Oui. voulait avoir. Parce que là, il a vraiment pensé à son principe de système. Ruhnke ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'action, il s'intéresse à ce qui se passe autour de l'action. Donc, comment les gens, quelle est la philosophie des groupes qui vont se confronter? Et c'est pour ça que à chaque fois qu'il faisait des jeux dans son coin de series, il y avait toujours des clans qui étaient très, très distincts dans ce qu'il créait. Des clans qui étaient vraiment aux antipodes de leur philosophie de vie. Et ce n'était pas des armées militaires, forcément. C'était des groupuscules, parfois. On pense à Cuba Libre, par exemple, qui a créé. Euh, Mhm. Peut-être, il pourrait nous en parler de Cuba Libre, parce qu'il a joué aussi. Oui.
Ben oui, en fait, c'est un jeu qui est haut en couleur, je dirais. Cuba Libre, en fait, va tout simplement nous plonger directement dans la tension politique qu'il y avait là, par rapport à Fidel Castro. Et ce qui est intéressant, en fait, dans les coin games, si je peux me permettre de faire une parenthèse assez générale, c'est l'idée qu'il y a toujours, en fait, un joueur qui va jouer le gouvernement en place ou l'autorité, là, l'État en tant que tel. Donc, l'État peut prendre différentes formes, dépendamment évidemment de la période dans laquelle on joue. Donc, il y en a un autre aussi à la période gaélique. Donc, évidemment, il va y avoir un joueur qui va jouer l'Empire romain. Et les autres joueurs vont, en fait, il va toujours avoir un joueur qui est à l'autre extrême de l'Empire, c'est-à-dire des révolutionnaires, des gens des rebelles, appelons ça comme on veut. Et finalement, les deux autres, habituellement, ce sont des jeux qui se jouent à quatre. Et donc, les deux autres parties, il y en a un qui va justement être toujours un peu plus en faveur du gouvernement, tout en voulant donner un peu plus d'espace, de liberté aux rebelles pour éviter que le joueur incarnant le gouvernement, l'État, gagne. Idem pour l'autre côté. Là, donc, il y a tout un ballon, un équilibre qui est vraiment, vraiment qui est intéressant, qui nous plonge vraiment dans le jeu et qui fait en sorte qu'on est toujours sur le bout de nos orteils là, et que chaque partie est en ventre. On a nos plans, on a nos directions, et puis soudainement, on se fait couper l'herbe sous le pied directement, on se fait donner un coup dans les côtes, et puis on doit changer notre fusil d'épaule. Donc, c'est très, 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 c'est très tissé serré. Mais surtout, en fait, ça nous permet de voir la richesse historique derrière ces jeux-là. Donc, de vraiment saisir quels étaient les enjeux socio-économiques de chaque partie qui sont incarnés dans le jeu. Euh, je dirais que Cuba Libre est celui que je considère, je ne les ai pas tous joués, mais je considère que Cuba Libre est quand même celui qui est le plus près de... En fait, c'est le meilleur entre deux du jeu, en fait, très, très, très accessible, des coins très accessibles et des coins qui peuvent être hyper complexes. Et aussi, le thème, nécessairement, interpelle à cause les événements historiques associés à Fidel Castro. Très, très peu de gens très, très peu de gens ne connaissent pas Fidel Castro, ne connaissent pas, en fait, la situation cubaine de cette époque-là. Donc, le gouvernement communiste et l'intervention américaine étatique qui désire de vouloir libérer les Cubains de ce régime communiste-là. Et puis, évidemment, bon, ben, la population qui est prise entre deux chaises. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a en fait une faction là-dedans qui a que faire des conflits politiques. L'idée, c'est tout simplement de faire le plus d'argent possible. Et ça, c'est un peu... il installe des casinos un peu partout sur les dans les différentes régions. Et plus il y a des casinos, en fait, plus le joueur va être sur le point de gagner. Donc ça, c'est très, très... c'est vraiment intéressant là, de voir cette dynamique-là, puis de constater que c'est pas aussi simple que les gentils contre les méchants, que Fidel Castro contre le monde, que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup plus de nuances dans une guerre. Donc, de voir ces différents angles, ça permet aussi de s'intéresser naturellement après avoir joué le jeu. On va aller lire sur le sujet. Donc, je vais arrêter là.
Je sais que j'ai été un peu plus loin, désolé, Pierre, j'ai peut-être coupé certains punchs, mais voilà. Non, non, c'est correct, ça va. Ça montre en fait que Runke aussi est un pédagogue quand il veut jouer à des jeux. Il veut toujours Oui, voir, il veut montrer aux joueurs non seulement des tranches d'informations sur le sujet qu'il a choisi pour tisser son jeu, mais il veut aussi que les joueurs réfléchissent aux situations et il veut que ces joueurs-là puissent euh, se déprendre de ce qu'on leur donne comme défi. Il veut toujours que les défis soient renouvelés. D'ailleurs, un de ses jeux préférés, c'est presque son jeu préféré à vie, c'est la guerre de l'anneau. Et il dit que la guerre de l'anneau, c'est un jeu qui n'a pas prouvé encore. Il a pas trouvé encore la fin d'exploration de ce jeu-là. Et il a même la première édition du jeu. Il n'a pas l'édition renouvelée qui s'est faite dans les dernières années. Il joue avec ses deux fils, qui sont d'ailleurs rendus adultes, et même un de ses fils a créé des jeux. Euh, et son plaisir avec ses fils, c'est qu'il perd toujours, mais il veut toujours savoir comment ses fils vont se débrouiller pour les pièges qu'ils vont tenter de faire avec eux. Parce qu'il va jouer le rôle de la communauté pendant que ses fils vont jouer Saruman et Sauron. Et il va essayer toujours de faire des situations pour que ses fils fassent une espèce de guerre fratricide. Euh, et ça fonctionne assez bien. Euh, Runkey aussi, quand je dis que c'est un inventeur de système, il n'a pas seulement fait des coins. En fait, quand on a parlé de lui en saison 10, il commençait aussi un nouveau système qui n'a pas été aussi loin que Coin System, hein, que le Coin Series. En fait, le Coin Series, je peux vous dire que son influence, elle est tellement forte qu'elle a débordé des Wargames. Si vous n'avez pas joué à des jeux de Runkey, vous devez jouer à des jeux inspirés par les auteurs, les jeux que Runkey a créés. Parce que, par exemple, Cole Wehrle est un fan de Runkey. Et Cole Wehrle a tissé son John Company et son Root, et même son Pax oui. Pamir, en se basant sur le système du coin que Runkey a fait. Et ça, c'est sans compter les autres jeux à symétrie totale qui sont créés après, qu'on a vu apparaître depuis, je dirais, 2018 sur le marché. Des jeux comme Hégémonie ou des jeux comme Howard County, par exemple, qui est un jeu qui a été créé par notre Canadien britannico-colombien, dont je ne me souviens plus du nom. Jay. Ça m'échappe. Mais bref. Des jeux hyper asymétriques, on n'en voyait pas sur la scène ludique avant l'arrivée de Von Kroenke. Et le nouveau système qu'il a créé dernièrement, dans les 5 dernières années, évidemment, est beaucoup plus jeune. Et je ne sais pas il va traverser les frontières du Wargames, mais c'est le système Levy and Campaign. Oui, Jay Cormier, en fait, l'auteur de Howell County, auteur canadien. Mais le système Levy and Campaign, créé par Runkey aussi, inspiré d'un jeu qui l'avait vraiment marqué dans les années 80 qui s'appelle Angola, fait par M. Kendall, Ragnar Brothers, des auteurs britanniques en Angleterre, auteur très fameux aussi. Et Angola, c'est un jeu très en avance sur son temps, dans les années 80, qui avait comme toile de fond la guerre civile en Angola, bien sûr, pays d'Afrique, des Sud de l'Afrique du Sud, où il y avait une guerre civile qui était sur fond de guerre froide et où, quand les forces de la guerre froide se sont retirées, les résistants ont commencé à s'entremêler entre eux pour savoir qui était pour mener le pays. Et ça a donné lieu, ça, à un système de guerre fratricide, mais c'est un système, en fait, qui a charmé tout de suite Runkey parce que ça l'a inspiré pour faire son Levian Campaign, qui a commencé avec le jeu Nievski, sorti, je pense, en 2018. Nevsky, en fait, c'est basé sur une croisade qui a été faite par les Européens en Russie, parce que, bon, les croisades se sont pas seulement déroulées en 2019, en fait, Nevsky.
Les croisades ne se sont pas faites seulement dans le Proche-Orient, ça s'est fait aussi en Russie. Nevsky, en fait, Alexandre Nevsky, c'est un héros national des Russes qui a résisté aux croisades qui voulaient finalement dominer les Russes. Les Européens voulaient dominer les Russes. Les Allemands, en fait, voulaient dominer les Russes au nom de la région catholique parce que les Russes étaient dans la région orthodoxe. Et ça l'a inspiré, en fait, Ruhnke à faire son premier jeu de Levian Campaign pour ça. Encore une fois, Ruhnke s'est intéressé à un système et non pas à des règles de combat. Dans ce système-là, Ruhnke veut valoriser ce qu'il avait vu dans Angola, c'est-à-dire la logistique très, très difficile à établir dans la communication entre des groupes qui sont un peu éparpillés, mais qui doivent coopérer ensemble contre un ennemi commun. Et il a pensé à ce système-là pour être appliqué dans des jeux de guerre qui avaient toujours des toiles médiévales, des toiles de fond médiévales, parce qu'évidemment, au Moyen Âge, la logistique était beaucoup plus difficile dans la communication qu'aujourd'hui. Et ça sans compter le système seigneurial qui faisait en sorte que les monarques, les rois, avaient beaucoup plus de difficultés à contrôler leurs généraux, les seigneurs, parce que les seigneurs se sentaient imbus d'une puissance qui parfois leur permettait de se dire qu'il n'y en avait rien à foutre des intérêts du roi, puis il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors, dans le système Levian Campaign, ce que Ruhnke a pensé faire, et qui a fait des petits ensuite, parce que c'est pas le seul jeu qui a été créé comme ça. Il a pensé, à vrai dire, à faire un système où il fallait se concentrer sur comment on allait monter des armées, comment on allait ensuite les contrôler, comment on allait les coordonner ensemble pour que ça puisse frapper efficacement, et surtout comment maintenir leur motivation. Parce qu'en fait, il y a des phases de préparation et d'exécution dans Levian Campaign. La phase de préparation, c'est la phase de Lévi, donc la phase en français qu'on pourrait appeler la phase de organisation, où on va créer des armées, lever des armées, à vrai dire, parce que Lévi, c'est lever, finalement. Et c'est là où on va créer des armées en fonction des seigneurs qui sont dans le jeu, mais qui doivent avoir aussi de l'équipement avec eux. Donc, il faut les subvenir en nourriture, il faut les payer, il faut leur fournir des transports, il faut tenir compte de leurs capacités et de leurs limites. Et tout ça, il faut ça s'illustre avec des paquets de cartes qui sont empilés les unes sur les autres. Et là, ensuite, on va devoir aléatoirement activer les armées. Il va y avoir une espèce de façon de faire qui va refléter le manque de communication entre les armées dans la coordination pour frapper en même temps. Et puis là, ben, ça va créer des situations où les joueurs vont devoir gérer une armée qui est peut-être trop avancée et qui a besoin de nourriture et qui n'en a pas parce qu'elle a trop avancé, puis là, il faut qu'elle s'arrête. Puis là, il n'y a pas assez de nourriture pour la nourrir, fait qu'elle risque de déserter finalement. Donc, il faut prévoir peut-être plus de nourriture que nécessaire au cas où elle avance trop vite. Donc, les paquets de cartes qu'on va faire vont représenter finalement les limites de communication des armées qu'on va déployer sur le territoire parce que en tournant des cartes, on va finalement dévoiler l'ordre d'opération de l'armée qui va s'activer. Et on va prévoir à l'avance quelle armée qu'on veut qui bouge à tel moment. Et ça ne va peut-être pas nécessairement faire les résultats escomptés. Et c'est ça qui est la logistique à gérer dans les jeux de Levian Campaign. Un système qui a quand même valu à Ruhnke, encore une fois, d'être très bien perçu dans la communauté des wargamers, qui a fait des petits, qui a même, je pense, un auteur qui s'est lancé dans la création d'un jeu comme ça. Un auteur qui a créé un jeu qui s'appelle Plantage de nez. Un auteur qui s'appelle Francisco Graday, qu'on connaît un peu plus parmi les joueurs confirmés pour un jeu qu'il a lancé plus tôt dans l'année qui s'appelle Abeus Papam. Et puis qu'il a créé lui-même aussi un jeu dans la lignée des Levian Campaign. Qui illustre justement la guerre des roses, la fameuse guerre des roses, qui a été très chaotique et qui se prête à merveille dans ce jeu, dans ce système que Ruhnke a inventé. Donc,
Bref, je vous l'ai dit, j'aurais probablement pas le temps d'aller plus loin avec deux auteurs. Hunke, vous constatez, il est en 50e position, mais il a déjà pas mal fait de choses. Ça vous annonce un peu à quel point les autres auteurs qui vont venir avant lui sont des capables aussi. Là, vous avez remarqué que j'ai pas dit un sapré mot depuis à peu près 30 minutes parce que je ne connais rien au Wargame. J'ai laissé Pierre et Vincent parler. Je sais que Vincent est un gros fan du style Coin Series à cause de Root en particulier, je pense. Puis je sais pas si c'est lui qui t'a fait découvrir un peu le style, mais je sais que tu es un gros fan de Cole Wehrle à la base. Oui, puis en fait, Root étant le jeu que j'apprécie le moins de Cole Wehrle et que je trouve personnellement que quand on joue à des coin games, on découvre quelque chose que je trouve beaucoup plus riche que Root. Non, moi, en fait, ce qui m'a fait découvrir les coin games, c'est le Gandhi. Donc, ils ont fait un jeu coin sur l'histoire de Gandhi. Je suis un grand adepte de Gandhi, pas un disciple nécessairement. C'est un homme que j'admire beaucoup et que j'ai lu énormément. Puis quand j'ai vu en fait un jeu sur son époque, sur lui, c'était un jeu qu'il fallait absolument que je possède et que je joue, évidemment. Et par le fait même, en fait, en découvrant Gandhi, qui est un de ceux qui amène une perspective intéressante parce que dans tous les jeux coin, habituellement, on doit en fait tuer les pions des autres, donc les éliminer. Mais Gandhi, lui, on a une faction qui est spéciale qui, elle, convertit en fait les pions des autres joueurs en sa couleur parce que Gandhi était tellement charismatique qu'il réussissait à convaincre même les plus violents et virulents à se prêter à la non-violence. Donc voilà. Et surtout aussi, ces pions-là ne peuvent pas être éliminés parce qu'on ne tue pas quelqu'un en fait qui fait preuve de non-violence. On le met en prison. Donc ça, c'est un petit twist que je trouve vraiment intéressante, interpellante dans Gandhi. Et surtout, il respecte tellement bien l'histoire, l'historicité. C'est un jeu qui calque très, très bien la réalité de cette époque-là. Puis ben, par le fait même, en sachant que c'est un coin, ça l'a un peu déboulé. Ça l'a ouvert ça l'a ouvert un pan du jeu du Wargame que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, les coins, c'est probablement le jeu que moi je recommanderais le plus, jeu de guerre, là, aux amants de jeux euro. Jeux euro que les joueurs habituellement apprécient beaucoup pour la partie contrôle, la partie prévision stratégique. Et quand on arrive dans les jeux coin, il y a quand même beaucoup il y a une certaine prévision qui est possible de faire. Il y a énormément de stratégies. Mais surtout aussi, il y a quelque chose qui interpelle énormément les joueurs euro. Est-ce que c'est le contrôle de territoire qui est un peu plus classique? Les cartes d'événements qui viennent un peu chambouler la partie, ou encore la matrice de prise de décision au niveau pour les joueurs. Je ne pourrais pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui est interpellant, mais définitivement, c'est probablement je pense que c'est vraiment c'est le tapis d'entrée des wargames. Puis après ça, bon, ben, on tombe dans plusieurs autres systèmes. Donc, on a parlé du système de Twice Struggle qui est très qui est conduit par des cartes de guerre. Donc ça, c'est très intéressant d'aller explorer ça. On a aussi, bon, comme Pierre l'a mentionné, le Levian Campaign. Et j'en passe, là, il y a énormément de différents styles.
Mais je pense que surtout, ce qui est interpellant, c'est que ce sont des jeux qui vont avoir une durée très raisonnable en général. Raisonnable, on s'entend, là, je veux dire, une partie de Hegemony comme une partie de Gandhi peut durer facilement 3 heures. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des jeux interminables, là, comme je regarde, par exemple, la page BGG de Plantagenet qui nous dit de 60 à 900 minutes. C'est pas le cas des coin games. Habituellement, on va s'en sortir dans les 3 heures. Si ça dure davantage de temps, c'est que c'était prévu par l'auteur. Puis donc, on peut juste décider de ne pas jouer à cette version-là, ce jeu en tant que tel. Puis surtout, ben, on peut choisir aussi l'époque, le contexte qui nous interpelle davantage, comme moi je l'ai fait avec Gandhi. Donc, il y a vraiment il y a quelque chose d'interpellant et je pense que c'est un style, c'est un type de jeu que je crois que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans leur vie ludique. Pas à cause de. Pas parce que pas parce que c'est sûr que vous allez aimer ça, vous allez vous amouracher, mais simplement parce que c'est unique, c'est rafraîchissant et surtout, c'est tendu en fait tout le long. Donc c'est ça. Écoute, je pourrais continuer à en parler, mais je pense qu'on va arrêter là. Hein? Surtout que ça fait 2 minutes que le générique qui roule, que vous n'êtes pas au courant. Voilà. En fait, merci beaucoup, messieurs. Ce fut un épisode vraiment intéressant. Une belle mise en place pour le top 50, pour le reste, pour la suite. C'est dommage qu'on n'a pas eu le temps de faire 2 auteurs, mais je pense qu'il va falloir se prendre 1 heure si on veut faire 2 auteurs à chaque fois. Il y a énormément de contenu et d'informations dans ce que Pierre veut nous apporter. Mais merci beaucoup pour cette belle soirée et pour ce retour, en fait, officiel de Balado Ludique, alors que le premier épisode était seulement une petite mise en bouche. Donc, maintenant, le plat principal est commencé. Merci beaucoup. Pierre, est-ce que tu nous donnes un petit mot de la fin? La revoyure. Bye bye, Vincent. Bon jouage.